Et si je vous disais que, pour aiguiser l'esprit critique de futurs ingénieurs, la meilleure méthode, c'était pas un cours de philo, mais de leur demander de créer un jeu vidéo. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est l'expérience qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, et on va se plonger dans un article de recherche de 2013 signé Damien Tuaouti et Julien Alvarez. L'article pose la question directement dans son titre. Réaliser des news games pour développer l'esprit critique d'élèves ingénieurs. L'idée, c'est vraiment de décortiquer leur méthode, de voir comment un projet de création, un peu original, peut amener les étudiants à analyser l'actualité de manière beaucoup plus profonde. Exactement. On va voir ce que ça révèle sur le potentiel du jeu vidéo, pas juste comme un loisir, mais comme un vrai outil pour participer au débat public. Alors, cette approche, elle est testée depuis 2010 avec des élèves ingénieurs. Des profils assez variés d'ailleurs, génie informatique, civil, chimie et même l'aviation civile ou la météo. Oui, des publics a priori très techniques. Et on ne peut pas débarquer et leur dire «Bon, aujourd'hui vous allez faire un jeu sur la crise financière». Ça ne marcherait pas, j'imagine, non? Alors comment ils s'y prennent pour les embarquer? Leur méthode est très bien pensée, en 5 étapes. La première, c'est l'introduction. Et pour ça, ils utilisent l'électrochoc. L'électrochoc. C'est-à-dire, Pas de longue théorie, ils leur montrent des jeux, mais des jeux qui frappent fort. Des exemples comme Darfur is Dying sur la crise humanitaire au Darfour, ah oui, je vois. ou September 12 sur les dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme. Ok, on est très loin de l'image habituelle du jeu vidéo. J'imagine les réactions, ça provoque un séisme, les questions fusent, mais qui a fait ça? Pourquoi on ferait un jeu là-dessus? C'est horrible! Et c'est là que les enseignants peuvent introduire les concepts clés. Justement, on entend souvent parler de serious game, de news game. C'est quoi la différence exacte? C'est juste du jargon? Non, il y a une vraie nuance. Le serious game, c'est la grande catégorie. C'est un jeu, je cite, dont la finalité première est autre que le simple divertissement. C'est très large. Ça va de la formation pour chirurgiens au simulateur de vol. D'accord. Et le news game alors? Le news game, c'est une sous-catégorie. Son but, c'est de commenter l'actualité pour participer au débat public. C'est du jeu vidéo éditorial en quelque sorte. Il exprime un point de vue. C'est beaucoup plus clair. Donc, une fois que les étudiants ont eu ce choc et compris le concept, quelle est l'étape suivante? La deuxième phase, c'est la découverte. On leur demande de chercher eux-mêmes d'autres exemples en ligne, pour qu'ils voient l'étendue des sujets traités. Et ensuite, phase 3, on leur annonce le projet, le plat de résistance. Voilà, à vous de jouer. En groupe, vous allez créer votre propre news game sur un sujet d'actualité. Là, il doit y avoir un moment de panique dans la salle. La plupart n'ont jamais écrit une ligne de code. Techniquement, comment c'est possible? C'est le nerf de la guerre. Et ils ont une solution double. Pour les quelques étudiants en génie informatique, pas de souci, ils utilisent Java, C++, ce qu'ils connaissent. Ok, mais pour les autres, la majorité. Pour les autres, ils proposent ce que les auteurs appellent des usines à jeux. Des usines à jeux, ce sont des logiciels comme RPG Maker ou The Games Factory 2. Ça permet de créer un jeu de A à Z sans coder. C'est très visuel. Apparemment, une séance de 2 heures suffit pour avoir les bases. Seulement 2 heures? Ah, c'est rapide. Oui. Et c'est un choix pédagogique important. Ils auraient pu leur proposer de modifier un jeu qui existe déjà, ce qu'on appelle le modding. Ça aurait été plus simple, non? Plus simple, oui, mais moins formateur. En partant d'une feuille blanche, ils sont obligés de réfléchir à tout. Pas seulement au message, mais aussi aux mécaniques du jeu qui vont porter ce message. C'est intellectuellement beaucoup plus exigeant. Je comprends. Ça les force à traduire une idée en un système. Et donc, après ça, ils se lancent dans la création. La quatrième phase. Exactement. C'est la plus longue. Ils travaillent en groupe de 4 ou 5, et le rôle de l'enseignant change. Il devient un tuteur, un coach qui passe de groupe en groupe. Et tout ça se termine par la présentation? Oui, la soutenance. Et là encore, c'est malin. Un étudiant d'un autre groupe qui n'a jamais vu le jeu vient le tester en direct devant tout le monde. Ah, c'est intéressant ça. Ses réactions, ses questions, tout ça sert de point de départ à la discussion générale. Et c'est souvent là que ça devient passionnant. Bon, la structure a l'air solide, mais la vraie question c'est est-ce que ça a marché? On a des exemples concrets de ce que les étudiants ont produit? Oui, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Entre 2010 et 2012, ils ont réalisé 17 jeux. L'article en met quelques-uns en avant. Le premier exemple porte sur un sujet qui était brûlant en 2010, la pandémie de grippe A. Ah oui, la grippe H1N1, je me souviens. Alors, un premier groupe crée un jeu qui s'appelle Superflu. C'est un jeu multijoueur,
Et leur thèse, c'est que la seule façon de gagner, c'est la coopération mondiale totale. Comment ils ont traduit ça en jeu? La règle est simple. Pour gagner, il faut que tous les joueurs envoient leurs médicaments au premier foyer d'infection, même si ça veut dire se sacrifier pour les autres. Si un seul joueur la joue perso, tout le monde perd. C'est un message très fort. Une vision très solidaire de la gestion de crise. Très. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'un autre groupe de la même promotion prend le même sujet et fait un jeu qui dit l'exact contraire. Ah bon? Leur jeu s'appelle Flucorp Inc. Et déjà, le nom annonce la couleur, hein. Oui, on sent que ça va être moins humaniste. Beaucoup moins. Là, tu n'es plus en chef d'État. Tu es le PDG d'une boîte pharmaceutique. Et ton but, c'est de maximiser les profits. Et comment on fait ça? Eh bien, le jeu est conçu pour que la meilleure stratégie soit de ne pas trouver un vaccin trop efficace trop vite. Si l'épidémie s'arrête, tu ne vends plus moins. Le mieux, c'est de faire durer le plaisir pour vendre plusieurs versions du vaccin. C'est d'un cynisme absolu. C'est une critique au vitriol. Exactement. Attendez, ça veut dire que dans la même classe, on a un jeu sur la solidarité mondiale et un autre sur le cynisme capitaliste, sur le même sujet? C'est bluffant. Vous mettez le doigt dessus. Pour construire leur jeu, chaque groupe a dû se documenter, se forger une opinion, la défendre. Et lors des présentations, quand ces deux jeux ont été montrés, l'article parle d'un débat argumenté qui a éclaté entre les deux groupes. On voit l'esprit critique en action là, hein. Se documenter, construire une vision et la défendre face à une autre. C'est puissant. Il y a d'autres exemples? Oui, un deuxième qui est peut-être encore plus révélateur. Le jeu s'appelait Escape from Port-au-Prince. Il portait sur le tremblement de terre en Haïti de 2010. Oula. Sujet extrêmement sensible, surtout à l'époque. L'idée même d'un jeu là-dessus, ça met un peu mal à l'aise, je dois dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant la présentation, plusieurs étudiants se sont dit littéralement indignés. Mais indigné par quoi? Par le jeu en lui-même, son traitement? Non, même pas. Par le choix du média. Leur problème, ce n'était pas le jeu. C'était l'idée même de faire un jeu sur ce sujet. Ah, d'accord. La critique, c'était « on ne devrait pas traiter un sujet aussi grave avec un jeu vidéo ». Précisément. Un étudiant a dit, et c'est cité dans l'article, « Ce sujet est trop grave pour être traité à travers un jeu vidéo. » Pour eux, il y avait la violence des jeux de fiction et puis cette violence vraie, et il ne fallait pas mélanger les deux. C'est une réaction très intéressante. Et les autres, comment ils ont réagi? Le débat s'est enflammé. D'autres étudiants ont défendu le projet en disant « Mais pourquoi ? Pourquoi le cinéma aurait le droit de faire la liste de Chandler, la littérature de parler des pires tragédies, et le jeu vidéo, lui, n'aurait pas ce droit ?» Et du coup, au lieu de débattre d'Haïti, ils ont débattu de la nature même du jeu vidéo pendant une demi-heure. Un débat improvisé, passionné, sur les limites et les possibilités du média. Et ce malaise, ce questionnement, c'est un résultat pédagogique en soi qui est extraordinaire. C'est clair. Quand on regarde tout ça, les jeux sur la grippe A, le débat sur Haïti, comment les auteurs résument les grands apports de leur méthode? Ils identifient 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est que la création motive la recherche. Pour traduire un sujet en règle de jeu, on est obligé de le maîtriser en profondeur. On ne peut pas juste le survoler. La recherche a un but créatif, concret. C'est plus motivant. Tout à fait. Deuxième apport, l'échange de points de vue. Comme avec la grippe A. Les débats sont hyper riches parce qu'ils sont basés sur des recherches solides, pas juste sur des opinions. Et le troisième point, c'est ce qui s'est passé avec le jeu sur Haïti, j'imagine. Oui. Le troisième bénéfice, c'est une éducation aux médias qui se fait presque par accident. En les confrontant à des sujets sensibles, le cours les amène à s'interroger sur le média qu'ils utilisent tous les jours. Quelle est sa place? Peut-il tout dire? En fait, le processus est presque plus important que le jeu final. Le but, ce n'est pas de former des développeurs de jeux, c'est d'utiliser la création comme un prétexte pour apprendre à penser. C'est la conclusion des auteurs. L'acte de créer un news game est l'exercice de l'esprit critique. Se documenter, modéliser un point de vue dans un système et le défendre face aux autres. La création, c'est le moteur de tout ça. En somme, cette expérience montre que faire créer des jeux à des ingénieurs, ce n'est pas un gadget. C'est un moyen très efficace de les faire s'engager dans l'actualité, de stimuler le débat et de réfléchir sur les médias. Il se demande si cette méthode, apprendre en créant des jeux, ne pourrait pas être généralisée à peu près tout. Je paraphrase, mais en gros, la question c'est « Pourrait-on transmettre n'importe quel savoir en demandant aux apprenants de créer des jeux sur le sujet ?» Des étudiants en histoire qui créent un jeu de stratégie pour comprendre un conflit. Voilà. Ou des étudiants en économie qui modélisent une politique monétaire.
La question est laissée ouverte, mais elle est vertigineuse. Et si demain, la meilleure façon d'apprendre, c'était de devenir tous, un peu, des créateurs?